Eh bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue pour cette nouvelle émission d'Ascension TV. Et ce soir, donc, la thématique est prometteuse d'être passionnante. Nous recevons donc Camilla et Guillaume du CESAC. Bonsoir. Bonsoir. Tous les deux. Bonsoir. Donc ce soir, dans la continuité donc du reportage que nous avions fait euh, auprès de vous, qui concernait donc la philosophie spirit et la médiumnité. Ce soir, comme promis, on vous propose d'aller beaucoup plus loin et donc de voir donc les clés zut, j'ai un trou de mémoire, les clés Pour mieux maîtriser sa médiumnité, en fait. non Voilà. maîtrisées. Voilà, c'est ça. Voilà. La parole est à vous. Super. Euh, Bon, bon. on a préparé une petite présentation en fait pour introduire le sujet, pour donner un peu le balise aussi de qu'est-ce qu'on va parler, dans quel sens. Donc, Voilà. Alors du coup, pendant quelques instants, on va vous partager ces slides-là, comme ça vous pourrez suivre un petit peu notre présentation. Et puis on reviendra de visu à l'issue de ça. Voilà. Donc ça va prendre l'espace de 10-15 minutes pour vous présenter un peu ça. Voilà. Tu veux démarrer, Camilla? oui, pourquoi pas. Alors, nous essayons de faire les bases de de quoi on va parler en fait. Euh, quand on parle de médiumnité non maîtrisée, qu'est-ce qu'on considère? Des gens qui ont des perceptions, que ça soit de vision, de voix, d'effets physiques qui se passent chez elles, de prémonitions, mais qui sont toujours un peu gênantes, confuses, on part du principe que ça génère un malaise. Voilà. Donc, les sensations d'être persécuté ou d'avoir des présences chez soi, de voir des ombres qui passent, d'avoir la sensation qu'il y a quelqu'un derrière soi. Il y en a aussi des gens qui vont partager des problèmes de sommeil, donc des cauchemars récurrents, très clairs, avec des sensations, avec des gens qui se réveillent la nuit en sueur, en désarroi. Euh, il y a aussi ces perceptions qui peuvent être confuses, gênantes en début de sommeil, en début de réveil. C'est ces moments vraiment où on est en train de Sortir ou rentrer ouais, du corps, en fait. sentir rentrer de corps, effectivement, mais on dirait vraiment de basculer dans l'état de réveil vers un état de sommeil. Et des paralysies de sommeil où quand les gens ils sont réveillés, ils pensent qu'ils sont réveillés, ils se sentent dans son corps, mais ils n'arrivent pas à bouger. Il y a aussi des sensations on commence à sentir ce que l'autre ressent, quand on rentre dans un lieu et on sent des espèces d'angoisses ou des choses qui se passent dans le lieu, comme si on sentait l'atmosphère émotionnelle du lieu, quand on sent un peu aussi les douleurs des autres, ces choses de réfléchir l'autre, fléter l'autre. Ouais, Voilà, tout ça, bien sûr, c'est non exhaustif, hein, mais c'est des choses que les gens vont rapporter comme en étant des troubles, des choses qui les gênent, qui les dérangent et qui vont lier à le fait d'avoir une médiumnité ou d'avoir des perceptions uniques. Après, une fois que les gens nous rappellent, nous racontent tout ça, on va poser plusieurs hypothèses. La première hypothèse à poser, c'est toujours l'hypothèse santé. Parce que la plus grande part de tous ces symptômes, voire tous, peuvent s'expliquer par des problèmes de santé. Par des problèmes de santé physique en général, par des problèmes neurologiques, par des problèmes psychiatriques, par de soucis émotionnels. Parfois, il n'y a rien de médiumnité dans ça, hein, parfois c'est juste santé. Et du coup, la première chose, c'est toujours d'aller voir ça quand même. Après, il y a une hypothèse énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas forcément une question spirituelle, c'est-à-dire une médiumnité dans ce qu'on considère nous une médiumnité, c'est-à-dire un échange de pensées et d'informations, mais
Là, on va dire, on va investiguer ce qui est de l'émotionnel. Bien sûr, ça chevauche un peu dans le psychologique finalement, mais est-ce qu'on est en train de mal gérer ses émotions et finalement, à cause de ces émotions mal gérées, on va avoir un débordement des émotions qui sont des autres. Et là, on rentre vraiment dans la limite qui est très floue entre ce qui est psychologique et ce qui est anémique de toutes ces énergies qui sont autour de nous et qui finalement vont surcharger les nôtres. Et il y a aussi cette question de réfléchir sur ce qu'on pense, ce qu'on fait, comment on agit dans le monde. Est-ce que peut-être nous sommes submergés par la négativité qu'on déverse autour de nous? Parce que peut-être pour nos actions, pour les choses qu'on parle, déjà sont très négatives, ça va générer dans des gens autour de nous une psychosphère. Une psychosphère de négativité. Des gens vont nous renvoyer notre négativité et finalement on va être submergé dans cette négativité. De tout ça, on n'a pas besoin d'avoir des esprits pour gérer toutes ces sensations qui nous dérangent, disons. Et après, on va dans une troisième hypothèse qui est l'hypothèse spirituelle. Alors, l'hypothèse spirituelle, elle ne exclut pas les autres. Parce qu'on peut avoir des problèmes de santé et avoir une médiumnité qui va avec. Souvent, les choses, elles sont totalement mélangées. Et souvent, ça va être les trois choses en même temps. Alors, quand on a cette hypothèse spirituelle, on pense vraiment qu'il y en a des perceptions et des échanges qui sont en train de se faire avec des esprits. Donc, on considère qu'étudier les spiritualités et le spiritisme, c'est vital pour gérer nos peurs. Parce que la peur, c'est vraiment un élément qui dérange tout. Aussi pour comprendre les enjeux et les acteurs. Où est-ce qu'on met les pieds? Qu'est-ce que c'est ces mondes qui nous entourent? Tout ça, c'est essentiel pour qu'on puisse gérer tout ça. Et après, c'est s'étudier à soi-même. Parce que nos conditions morales, émotionnelles, énergétiques, elles ont un impact majeur sur nos perceptions spirituelles. Donc, la spiritualité et la vie, notre vie physique et morale, ne sont jamais séparées. Voilà, ce qu'il faut comprendre avec ces trois hypothèses, c'est qu'on est à des niveaux différents. Quand au niveau vraiment de la santé, c'est vraiment notre responsabilité uniquement, notre corps, prendre soin de nous. Quand on a un niveau énergétique, c'est nous avec un peu cette interaction d'énergie qui nous entoure, et donc quel rapport on entretient avec le monde extérieur. Et sur la partie spirituelle, on va au-delà parce que c'est vraiment l'interaction avec d'autres êtres, avec tout un environnement beaucoup plus complexe et qui a aussi une influence du coup à titre plus personnel. Et c'est pas par hasard que dans tout ce qu'on a développé ici, l'épicentre, c'est la personne. Parce que on va considérer que notre santé, c'est à nous de gérer déjà. Énergétiquement, on n'est jamais simplement le jouet des énergies qui sont autour de nous. Non, on va attirer ce qu'on émet, on va être vraiment dans le terrain des affinités. Et même quand ça, c'est spirituel, connaître ce que se passe et dominer ou gérer ses propres émotions et ses pensées, c'est ce qui est la clé, en fait, pour que tout ça soit bien géré. Donc, on parle toujours de cette point de partie, de se dire on est responsable de tout ce qui nous passe. Même si il y en a une sensation d'attaque, même s'il y en a des esprits qui nous cherchent, on a un rôle à jouer là-dedans, on n'est jamais impuissant, on n'est jamais le jouet. On va y revenir avec les quelques clés. Ouais. Ouais. Alors, du coup, avant d'aller plus loin, nous, ce qu'on voulait préciser, c'est un petit peu quel est l'angle qu'on va utiliser pour répondre un peu à vos questions ce soir. Et voilà, quel est un peu notre point de vue sur le sujet. Nous, on pense que pour vraiment développer sa médiumnité, quand on la maîtrise pas, et puis même pour avoir un rapport avec les esprits de manière sécurisée, c'est préférable de faire ça dans un groupe qui partage une volonté de faire le bien, qui répond à certains critères qu'on a pu développer aussi dans la première vidéo, et dans un local dédié idéalement, puisqu'il y a une ambiance énergétique particulière. Et de ce fait, nous, les clés qu'on va essayer de vous donner ce soir, c'est plutôt orienté pour éviter ou limiter les échanges que vous allez pouvoir avoir via la médiumnité, dans le but que ça impacte moins votre vie là immédiatement et que vous puissiez plus calmement et plus sereinement essayer de trouver d'autres moyens pour la développer dans un cadre adéquat.
Voilà. Donc ça va être vraiment ça plutôt notre proposition. On va pas vous faire, on va pas vous donner des clés pour développer votre médiumnité, parce qu'on croit que ça doit être fait dans un cadre beaucoup plus maîtrisé qu'une petite conversation en ligne. Voilà, ouais, c'est des choses qui peuvent se dérouler sur plusieurs années pour certaines personnes. C'est en fonction de chacun. Voilà. Alors, les premières clés qu'on vous partageait, tout d'abord, c'est le fait que si vous avez des perceptions, plus vous allez y porter attention et plus vous allez vous faire emporter par cette perception. Donc, de fait, quand vous avez des perceptions, notre conseil, ça va plutôt être de détourner votre attention sur d'autres choses et de préférence des choses qui vont vous permettre de vous élever vibratoirement. Donc, ça va être des lectures peut-être positives, ça peut être quelque chose de joyeux, vous voyez, une belle musique, voilà, quelque chose qui va vous permettre de lâcher prise avec cette perception. Voilà. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Pour moi, c'est la première chose à savoir. Quand on fait attention à ce que se passe, par exemple, on a la sensation qu'il y a quelqu'un. On voit quelque chose qui passe. On voit dans sa tête la figure de quelqu'un qui nous dit quelque chose. On commence à avoir une sensation de tristesse qui apparaît soudainement de rien. Le plus on prête attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, mais c'est quoi ça? Je veux savoir ». Le plus on s'ouvre à cette perception et le plus une espèce de liaison va être faite qui va passer encore plus d'informations jusqu'à ce que ça peut devenir ingérable. Très vite d'ailleurs. Donc, il faut vraiment faire tous nos efforts pour couper ça immédiatement. Ne pas analyser, ne pas plonger dedans. J'étais très bien et soudain je ne vais pas bien. Ce n'est pas à moi, donc je coupe. Je vais chercher à penser à une autre chose, je vais trouver d'autres choses qui puissent détourner mon attention et surtout pour le meilleur, pour lever la vibration. Voilà. Je précise au passage que les quelques clés qu'on va vous donner, vous pouvez les combiner, bien sûr. Vous allez voir qu'il y a des choses qui sont complémentaires. Après, une autre chose, c'est établir aussi des connexions supérieures. Voilà, il faut avoir conscience. Nous, on l'a développé un peu dans la première vidéo, c'est que nous sommes entourés aussi donc de bons esprits, d'esprits qui souhaitent que tout se passe bien et qui sont même plus élevés dans la hiérarchie spirituelle, si j'ose dire, et qui peuvent interagir pour nous. Et c'est à nous aussi de demander cette aide. Voilà. Donc, être conscient qu'ils sont là, leur demander un soutien et de fait créer ces petits sas réguliers et de préférence à des jours et des horaires réguliers, comme ça vous avez un rendez-vous avec eux pour prier et pour maintenir ces connexions. Alors là, il faut faire attention avec les nuances, parce qu'on n'est pas en train de vous dire qu'il faut que vous développez votre médiumnité de contact avec les guides pour que vous ayez de contact direct. Non, c'est pas ça. On est en train de vous dire que la prière est une habitude à être créée, la conscience qu'il y a des bons esprits autour de vous pour demander de l'aide aussi, mais entretenir un dialogue direct avec des esprits qui vous considérez bons. Si vous n'avez aucun développement médiumnique, ça peut être même dangereux parce que vous n'avez pas vraiment de paramètres pour juger qui sont ces esprits et vous pouvez être trompé. Donc voilà, cette connexion, elle doit être dans un niveau émotionnel, on est un niveau de prière, des bonnes énergies, mais pas dans un niveau de contact, communication. Une autre chose, c'est cette histoire de prière avant de dormir. C'est quelque chose que je dis toujours aux gens. Vous savez, vous êtes dans un lieu où il n'y a aucun centre spirit, il n'y a qu'un groupe, vous ne pouvez pas vous développer correctement. C'est pas grave parce que vous avez toute la nuit pour être dehors de votre corps et rejoindre les bons esprits qui pourront peut-être vous former, vous donner des cours, vous aider. C'est 8 heures d'interaction sécurisée que vous êtes en train de perdre. Donc, profitez de ça et créez des bonnes habitudes avant de dormir. Dormir plus léger, ne pas trop manger le soir, surtout ne pas consommer des boissons alcooliques, rien de ce genre de choses. Faire une prière, une lecture saine et dormir tranquillement.
Alors, autre chose aussi, donc il y a l'apport d'énergie positive. Eh bien, vous pouvez faire ça de plein de manières, en allant dans des lieux à énergie positive. Alors évidemment, les lieux religieux, les centres spirites ou les endroits où il y a des pratiques spirituelles sont des lieux assez privilégiés. Hein, donc prier dans ces endroits-là, ça vous permet aussi de vous mettre en accord avec ces énergies. Vous avez l'eau magnétisée aussi. Et la méditation aussi est un moyen de capter ces énergies-là, de se mettre dans des états de réceptivité. Oui, parce que oui, vous faites des espèces de méditation, des choses de ces genres, c'est très bien. Vous allez dans la nature, c'est très bien. Mais moi, je dirais que c'est important quand même d'aller dans des endroits où il y a des espèces des psychosphères spéciales. Parce qu'il y en a des esprits qui visitent régulièrement pour créer des champs magnétiques spécifiques. Donc oui, il y a des lieux dans la nature qui existent ça. Et dans les lieux religieux, c'est pas tous. C'est à vous de trouver un lieu où vous vous sentez très bien. Mais normalement, dans les lieux religieux où les gens vont avec une envie honnête de se connecter avec les spiritualités supérieures, et il y en a toujours des équipes spirituelles qui y sont. Et le renouvellement magnétique que vous allez avoir dans ces genres d'endroits n'est pas le même que vous allez avoir juste en priant à la maison. Donc, avoir des habitudes d'y aller une fois par semaine, une fois chaque 15 jours, ça aide beaucoup à stabiliser le corps énergétique et aider à gérer toutes les perceptions qui viennent par ces corps-là. Pour l'eau magnétisée, une chose que j'ai appris avec une copine et qui est très bien, c'est vous n'avez pas de centre spirit pour magnétiser votre eau. À la maison, vous pensez que ça ne marche pas tant bien que ça. Allez à l'église. N'importe quelle église, vous allez avec une bouteille d'eau, vous le mettez à côté de vous, vous faites une prière, vous demandez aux esprits qui travaillent dans ces lieux de la magnétiser et bim, c'est magnétisé. Très bien. Alors tout à l'heure, on l'a dit aussi dans l'autre vidéo, mais ce qui va être aussi très important pour à canaliser et améliorer aussi ses perceptions, ça va être de travailler sur soi. Voilà. La médiumnité est un outil de travail personnel et plus on va travailler sur soi, plus on va essayer de développer de l'amour, de la compassion, de la bienveillance, plus aussi ces phénomènes seront, enfin, on va dire, pas agréables, mais en tout cas plus harmonieux, on va dire, voilà, avec notre être. Hein. Il y en a beaucoup de médiumnités qui font une éclosion comme ça et qui finalement l'objectif n'est pas que la personne devienne vraiment médium, qui travaille avec ça, c'est souvent juste une invitation à que la personne change sa perspective, qu'elle met le spirituel dans sa vie, dans le sens de changer vraiment, est-ce qu'elle est trop matérialiste, est-ce qu'elle est trop attachée aux choses matérielles, l'argent, tout ça, elle a besoin de changer un peu de perspective. Et quand la personne change cette perspective et elle change ses habitudes, elle vraiment fait ces changements personnels, souvent cette médiumnité, elle part. Elle disparaît comme elle est apparue, parce que c'était vraiment juste un appel. Voilà. Un autre truc très important, c'est que c'est pas parce qu'on a de la médiumnité qu'on doit tout laisser passer non plus. Voilà, tout à l'heure on le disait aussi, on est responsable de notre corps, de notre vécu, et on a le droit aussi de dire non, de dire je ne veux pas regarder ça, je ne veux pas entendre ça, j'ai envie d'être tranquille. Voilà. Et surtout, c'est bien sûr, il faut garder de la bienveillance, parce que il faut, si on fait ça de manière très agressive, on va développer un peu ces perceptions pas très agréables. Mais avec bienveillance, on peut dire non. Voilà. Et ça c'est un moyen de s'entraîner aussi quelque part. Oui. C'est quelque chose que je vois beaucoup dans les gens qui viennent en demandant d'aide parce qu'ils ont des perceptions qui les dérangent beaucoup. C'est une espèce de désarroi, de impression qu'ils subissent quelque chose dont ils n'ont aucun contrôle. Qui vraiment c'est quelque chose qui ils peuvent être dominés à tout moment. Il y en a cette idée qui existe de démons, par exemple. Quand les gens m'arrivent me disent oui, il y a un démon comme écoute, la première chose que je dis, mais il faut absolument couper avec cette idée de démon. Déjà, la doctrine spirit considère que ça n'existe pas, les démons, tous les esprits sont égaux, et la différence c'est leur niveau d'évolution, ils vont tous changer. Surtout parce que cette idée de démon, de mal qui ne bouge pas, c'est une idée qui nous enlève la capacité de changer les choses. Donc,
nous avons cette capacité de changer les choses. Notre corps, il est à nous. Personne n'a le droit de le contrôler à part nous. Mais voilà, comme Guillaume disait, il faut être conscient que toute position de contrôle et des prises de contrôle sur soi et sur sa vie passe par le positif. Parce qu'on essaye de nous contrôler ou de nous influencer. Si on essaye de nous contrôler ou de nous influencer négativement, ça ne sert à rien de rajouter de négatif là-dedans. Ça ne fait que renforcer la tentative. Donc, c'est pas évident contrôler sa peur, par exemple. C'est pas évident d'être dans la bienveillance de quelqu'un qui vous voyez parfois et qui vous semble très moche et très méchant. Mais dans ce moment, respirer et se dire non. Le mal, c'est aussi une souffrance. Je n'ai pas besoin de subir ça, mais je n'ai pas non plus à redonner le mal qu'on me jette dessus. Faire une prière, demander aux bons esprits pour soi-même et pour cet esprit, ça change tout. Voilà. Alors bien sûr, la vie saine et le repos sont donc activement conseillés. Hein, voilà, évidemment la vie saine, on le sent bien avec cette idée de changement personnel, ce besoin d'aller dans le positif, le respect de soi et des autres. Ça nécessite aussi de progressivement se débarrasser de peut-être quelques habitudes qui nous maintiennent dans des situations pas très positives. Et puis la fatigue aussi, parce que mine de rien, là on dit qu'on essaie de faire des efforts pour être meilleur, ça prend de l'énergie. Voilà. Et c'est vrai que quand on est fatigué, on a peut-être moins envie de faire des efforts. Et de fait, on se laisse plus porter par ces perceptions. Après, il y a un facteur technique dans ça. Il y a une fille qui me demandait pourquoi c'est toujours vers 19h quand j'arrive à la maison que je me pose devant la télé, que je vois plus cet esprit qui me dérange, je le vois plus. Ça, il y a une explication logique, c'est que quand on est dans un moment de repos, qu'on est fatigué, on change aussi nos ondes mentales qui nous mettent dans des états perceptifs différents. Et ça augmente tout simplement nos perceptions. En sachant ça, on est plus vigilant. On est fatigué, donc il faut qu'on soit plus vigilant pour avoir de bonnes vibrations. En sachant ça aussi, on évite d'être fatigué tout le temps en vraiment changeant son hygiène de vie pour pouvoir dormir correctement et tout ça. Après, les vices, il y en a ces facteurs qui attirent de compagnie indésirables. Donc, on ne peut pas se plaindre d'être entouré des esprits souffrants alors qu'on les attire avec les vices qu'ils cherchent aussi. Parce que quand on meurt, on ne perd pas forcément l'envie de fumer, ni de boire, ni d'utiliser des drogues, ni bien d'autres choses. Les vices, ils ne meurent pas avec le corps. Mais aussi parce que tout ce qu'on consomme change les énergies de notre corps énergétique, et c'est dans le corps énergétique que se passent toutes les connexions médiumniques. Donc, cette énergie lourde et qui va agir sur notre système nerveux, elle va aussi façonner nos perceptions d'une certaine façon. Voilà. Alors, aussi une chose, parfois c'est vrai que on peut être débordé par ce qui se passe, on perd le contrôle, on en a marre aussi. Hein. Voilà. Et là, ça arrive, et ça vous arrivera probablement, et je vous le souhaite pas, mais ça peut arriver. Et donc, il faut du coup à ce moment-là se rappeler qu'il y a toujours les bons esprits et leur demander de l'aide. Voilà. Oui. Je dis toujours aux gens parce que ça marche. Si vous êtes dépassé par vos sensations, que vous vous sentez un peu hors du corps, un peu, comment on dit, quand ça tourne un peu la tête et tout ça, prenez une douche. Ça marche. Prenez une douche, faites une prière dans la douche, visualisez des lumières dans la douche. Le fait d'avoir l'eau qui tombe, ça aide à resserrer, comment on dit, les chakras sont tous alignés, à aligner les corps spirituels avec le corps physique. Ça change aussi les vibrations qu'on va recevoir. Il y a plusieurs choses. Ça change émotionnellement aussi, on se sent mieux, donc c'est plus facile de changer la vibration. Généralement, ça marche. Voilà. Et une autre chose, là on revient un peu, on l'a dit un peu, mais si vous avez l'impression aussi d'être harcelé par les esprits, il y a toujours garder cette bienveillance parce que voilà, si c'est effectivement des esprits qui sont un peu dans la négativité, la bienveillance va permettre aussi de neutraliser cette négativité puisque c'est quelque chose de positif. Et surtout un truc très important,
essayer d'introduire le guide dans cette relation qui s'établit avec cet guide, esprit. C'est-à-dire un esprit protecteur, un Voilà. bon esprit qui est là pour vous aider. Voilà, parce que si vous avez du mal à gérer votre capacité médiumnique, ça va être difficile pour vous d'aider l'esprit comme ça. Donc, il est important de demander un guide ou un bon esprit, voilà, vous trouvez les mots qui vous parlent, mais un esprit bienveillant qui lui aide cet esprit. Et ne pas chercher vous-même à le faire, parce que quand vous cherchez à le faire vous-même, vous créez encore plus ce lien. Et vous ne saurez peut-être pas toujours comment le dénouer. Oui, voilà. Et ça, c'est un problème. Rappelez-vous que toute porte que vous ouvrez, peut-être vous n'allez pas savoir la fermer. Donc, dans la mesure du possible, n'ouvrez pas les portes. Et après, parfois, on est conscient que c'est juste un esprit souffrant, qui ne veut pas forcément notre mal, donc on veut vraiment les aider. Déjà, cette bienveillance, elle nous aide beaucoup parce qu'elle établit la tonalité magnétique de la chose. Mais c'est très important de former cette espèce de angle où on est toujours tourné vers le haut. On se dirige aux bons esprits pour que eux, ils aident ces esprits. Donc, dans toute situation, on demande l'aide pour soi, mais on demande aussi l'aide pour les esprits, parce que par exemple, si on pense qu'on est persécuté, qu'il y a vraiment un esprit qui veut notre mal, les gens prient pour soi, ils ne prient jamais pour l'esprit. Et ça n'aide pas non plus, parce que c'est une façon d'égoïsme. Alors que la médiumnité sert aussi à nous faire comprendre que il faut répandre le bien autour de nous. Mais, comme dit Guillaume, évitez cette liaison directe avec l'esprit. Ne lui parlez pas directement, ne se dirigez pas directement à lui, faites votre prière, dirigez-vous aux bons esprits, et si vous voulez, vous pouvez dire aux bons esprits ce que vous voulez dire à cet esprit dans la prière, mais jamais directement. Puis la dernière chose qu'on avait envie de dire pour cette introduction, c'est que voilà, parfois peut-être aussi tout va bien pour vous et tant mieux. Voilà, ouais. Ça marche aussi, hein, voilà, parce que nous là, on vous énumère un petit peu toutes les situations qu'on voit parce qu'on a beaucoup de gens qui viennent aussi au CESAC nous parler de leurs difficultés avec la médiumnité. Il y a des gens pour qui ça va très bien et tant mieux. Mais on a quand même envie d'inviter à la vigilance. Voilà, si ça va bien et que vous posez quand même peut-être quelques questions. Parce que même si ça va bien, eh bien, il faut savoir qu'il y a quand même des esprits, même s'ils sont malveillants, qui sont quand même très intelligents de l'autre côté, et qui peuvent aussi vous apparaître et établir des relations avec vous qui sont au départ très agréables. Très agréables parce qu'ils savent vous prendre dans le sens du poil. Très agréables probablement aussi parce que peut-être qu'ils sont un peu dans les mêmes tendances que vous et que finalement, le feeling passe bien, hein, voilà, tout simplement, mais qui pour autant ne savent pas forcément ce qui est bon pour vous et qui peuvent tout à fait vous amener du jour au lendemain vers des situations très compliquées. Voilà. Ouais, là, on a vraiment 3 situations classiques. Tu as un esprit carrément manipulateur et méchant. Parfois, il y a quelque chose contre vous depuis plusieurs vies. Il est très intelligent. Il va commencer vraiment à aller dans le sens du poil. Il a établi une connexion qui semble être très confortable pour vous. Et c'est là qu'une fois la porte ouverte, il rentre, et vous n'arrivez plus à le gérer parce qu'il est là tout le jour. On entend crier dans vos oreilles, on va vous faire du mal, vraiment. C'est assez dur de gérer cette situation quand elle déglingue comme ça. Après, il y a une deuxième situation qui est celle d'un esprit qui est semblable à nous. Donc, on va se dire, ah non, mais c'est un bon esprit parce que j'ai une sensation très bonne avec lui. Mais non, c'est juste qu'il vous connaît du passé, vous étiez amis dans une autre vie, il ne veut pas forcément votre mal, mais lui, il est peut-être un peu il veut s'amuser, il n'est pas tourné vers son développement comme vous, et du coup, il va commencer à vous donner des idées qui peut-être sont pas dans votre intérêt, il va vous apporter des énergies qui ne vont pas vous aider non plus. Mais comme vous avez peut-être une amitié depuis très longtemps, ça va prendre du temps pour que vous vous rendez compte que finalement cette relation ne vous va pas. Et après, il y a un troisième cas qui c'est les esprits qui veulent carrément nous faire du bien. Parfois, des gens de notre famille même qui sont là, ils veulent nous aider et on se dit ah non mais ça va, c'est ma grand-mère, c'est ma mère,
Mais en fait, ils sont pas du tout préparés pour être là et nous aider. Ils sont c'est perdus, ils veulent nous faire du bien, ils ne savent pas comment, et ils finissent pour nous faire du mal finalement, parce qu'ils vont vampiriser nos énergies sans faire exprès. Ils ont encore des douleurs, des angoisses, ils vont nous communiquer ces angoisses. Donc, juste parce que l'esprit, on a une bonne sensation ou parce qu'on est sûr qu'il veut notre bien, ça ne veut pas dire que ça nous fera du bien. Donc, il faut être très vigilant. Ouais, je pense qu'on a fait un petit peu le tour là sur les premiers points qu'on voulait vous partager. Voilà. Et nous, on voulait souligner là cette importance aussi de ce travail en groupe et pourquoi on pense que c'est utile pour développer sa médiumnité, c'est que justement ça nous aide aussi à avoir un regard plus objectif sur toutes ces perceptions, ce vécu, et prendre un peu du recul, voilà, parce qu'on sait jamais toujours qui nous parle et on peut parfois se fourvoyer dans nos sensations. En disant toujours que ça peut sembler un peu anxiogène tout ce qu'on dit, mais c'est parce que nous, on reçoit vraiment les gens qui sont dans l'angoisse, qui sont dans la perturbation. On voit ça tous les jours. Moi, je vois ça depuis que je suis petite. Des gens qui arrivent vraiment déséquilibrés, au mal dans sa peau. Et voilà, c'est une vraie souffrance, tout ça. Voilà. Considérez un peu comme si on enfin oui, les médecins par exemple, ils vont vous dire, mangez pas ci, mangez pas ça parce que vous allez être malade. C'est vrai que ça paraît un peu anxiogène quand on vous le dit tout le temps comme ça, avec les messages de santé publique. Voilà, nous là, on a quelques recommandations par rapport aux gens qu'on rencontre, mais c'est pas pour ça que tout le monde vit ça et que tout est noir. Hein, voilà, c'est plus selon votre situation. Il y a peut-être des petites choses à récupérer qui peuvent vous aider. Et vous aider à cheminer sans trop de difficultés. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, on va peut-être rappeler quelque chose que j'aurais dû rappeler en introduction pour les personnes qui n'auraient pas regardé en fait le reportage. C'est que ce cycle d'émissions avec qu'on a donc avec Camilla et Guillaume, donc du CESAC, a un objectif. Et cet objectif, c'est d'aborder l'influence et l'obsession spirituelle, qui sont des thématiques, comme je l'ai déjà écrit, je l'ai pas dit, mais connus et qui ont pourtant, c'est pourtant un phénomène qui est réellement important à prendre en considération, parce qu'il a un impact sur la conscience humaine, sur l'esprit humain, et peut expliquer parfois des phénomènes qu'on n'explique pas autrement. Voilà. Donc il y a un cheminement et c'est aussi pour ça que ce qui est, enfin là je parle peut-être tout juste pour moi, ce qui est présenté ce soir nous alerte en fait. Donc le tableau n'est pas noir, faut pas prendre peur. C'est juste que effectivement il y a cette idée dans le cadre d'une deuxième émission qui viendra le mois prochain, où on abordera donc le sujet, cette thématique-là. Oui, on commence par la partie la plus légère parce que parfois on croit qu'on a une obsession, qu'on a un esprit vengeur qui nous cherche, alors que c'est juste qu'on est submergé par nos perceptions, qu'on ne sait pas gérer. Ce qui avait déjà été dit dans le reportage. Donc, si vous l'avez pas vu, c'est l'opportunité de creuser, d'élargir le sujet avec les bases que donc nous ne reverrons pas en détail évidemment ce soir. Alors, on a une toute première question effectivement qui appelle à définir un peu plus le mot vice. C'est Viva la Vida qui nous demande: puis-je vous demander ce que vous appelez vice, s'il vous plaît? Personnellement, si vous pouvez pas vous en passer de quelque chose qui n'est pas vital pour vous, genre la nourriture, l'air, l'eau, c'est un vice. Après, bien sûr, normalement, on parle de substances qui ne sont pas bonnes pour vous. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que, tout dans la vie, il y a des mesures dans les choses qu'on fait. Et la difficulté qu'on peut rencontrer à un moment donné, c'est qu'on devient addict à quelque chose. Alors on parle de substances, c'est les exemples les plus classiques, les drogues, l'alcool, la cigarette, des choses comme ça. Mais ça peut tout à fait être simplement des activités, des vices mentales, voilà, des vices émotionnels, de gens qui n'arrivent pas à ne pas parler de la vie des autres. D'un côté, puisqu'on parle de médiumnité, on parle vraiment de quelque chose de fluide. Vous avez un apport énergétique au fluidique
qui ne va pas être positive pour votre corps spirituel. Oh. Alors. Avant 24 heures, c'est le cycle de nettoyage énergétique de double éthérique. Excuse-moi de te couper, Camilla. Ça avait été coupé, donc il y a une partie qu'on n'a pas entendue. Ok. Voilà. Bon, je sais pas quelle était la partie, mais bon, je veux parler de façon très pratique. Oui. Dans mon cours de médiumnité, j'explique aux gens qu'est-ce que c'est les corps éthériques, comment ils fonctionnent pour la médiumnité, et je les explique que le corps éthérique, il a un cycle de auto-nettoyage qui est un cycle de 24 heures. Donc, je dis, le jour de la séance médiumnique, on fait 24 heures sans alcool, sans cigarette, sans aucune substance psychoactive qui ne soit pas un médicament prescrit par un médecin, préférentiellement sans viande et sans relation sexuelle. Je les explique exactement pourquoi. Et je dis, ici, vous fumez tous les jours. Et si vous buvez tous les jours, vous avez besoin de 48 heures pour faire ce nettoyage. 24 heures, c'est pas assez. Et qu'est-ce que je l'ai dit Bon, vous avez ces choses que je vous mets en garde. Si vous n'arrivez pas à passer 24 heures sans ces choses, ou même 48 heures sans ces choses, vous avez un vice. Parce que si vous n'arrivez pas à passer 24 heures sans une relation sexuelle, il y en a un attachement à cette chose qui est de l'ordre du vice. De la dépendance, en fait. De la dépendance, voilà. Oui. Je veux peut-être me permettre parce que le mot vice, je sais pas trop au Brésil, et en France, il y a un peu une connotation sulfureuse, elle est en lien avec les religions, qui effectivement peut faire réagir. Mais il faut simplement le traduire par addiction ou dépendance. Ouais. Et je crois que c'est parfait. Est-ce que je dis juste? Tout à fait. Oui, mais en sachant que ça peut être ça peut être une addiction morale. Voilà. Regarder de films d'horreur tous les jours, parce que vous êtes nourri par ces genres de choses, il y en a. Hein. Le jeu vidéo, je sais pas, des jeux de cartes aussi. Enfin, il y a tellement d'addictions qu'on peut avoir, même émotionnelles, les gens qui arrivent jamais à être seuls, qui doivent toujours être entourés des gens, parce qu'en fait, ils s'alimentent de ces fluides des autres. C'est aussi une addiction. C'est clair. Ok. Alors, on a un témoignage, une question qui suit. C'est Nathalie qui dit « Je me couche le soir en demandant la protection des forces divines et de tous les êtres de lumière, etc., qui m'entourent, car pendant 4 ans, je me suis fait pirater, entre guillemets évidemment, la nuit, pendant mon sommeil, donc son sommeil, par à ce qu'on m'a dit en incube. Mais en fait, je ne sais pas par quoi. » Et donc, on a une question qui n'est plus de Nathalie, mais qui dit « C'est quoi un incube ?» Est-ce que c'est dans le cadre ou pas? Le problème, c'est qu'un cube, c'est une terminologie qu'on n'utilise pas vraiment en spiritualité. Ça vient d'autres courants spiritualistes et ça peut dire de choses différentes selon le courant. Donc, en fait, je ne sais pas qu'est-ce que cette personne a voulu vous dire. Il va falloir nous expliquer mieux le contexte pour qu'on puisse vous dire qu'est-ce qu'on pense que c'est ça. Donc, on peut quand même aborder le fait que la nuit, on sort de notre corps. Hein. Donc, pendant la nuit, notre esprit est libéré et peut aller dans des endroits dans le monde spirituel qui sont des endroits généralement liés à nos centres d'intérêt, d'où l'intérêt aussi de cultiver des centres d'intérêt positifs, puisque ça va nous attirer dans ce genre de lieu la nuit. Et puis après aussi, s'il y a une certaine affinité avec des esprits qui ont pas forcément on va dire des intentions très positives, eh bien la nuit ils peuvent aussi profiter de cette proximité pour nous emmener avec eux dans des endroits moins bien ou profiter aussi de nos énergies. Hein. Voilà.
Donc oui, c'est possible hein, que quelque part, pendant le sommeil, on arrive même à être plus fatigué le lendemain parce que quelque part, énergétiquement, on s'est fait un peu vampiriser, si j'ose dire, par d'autres esprits qui nous entouraient pendant le sommeil. Je vais y lire un peu. Ouais, ça a coupé. En fait, parce que je suis fait pirater la nuit pendant mon sommeil. Oui, c'est ça. Elle m'a dit un incube. C'est dur de commenter parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations en fait. Après, tout est affinité. Hein. Comme dit Guillaume, on sort de notre corps la nuit et on va rencontrer tout ce qui est dans notre bande de affinité, comme bande vibratoire. Et si on est dans un état vibratoire qui laisse entrer une certaine fréquence, qui fait vraiment assimilation de fréquence, on peut ouvrir les portes pour des esprits de notre passé qui nous veulent très mal et qui veulent nous faire du mal. Ils peuvent effectivement agir sur nous, toujours sachant que c'est notre choix, on a affinité avec eux, et établir des liens qui peuvent tenir. C'est vraiment des liaisons magnétiques très fortes et qui, pour défaire, il faut vraiment agir positivement là-dessus. Donc c'est un très bon réflexe de prier comme vous faites, hein, surtout continuer, Oui. parce que justement ça vous permet sûrement de vous dégager déjà des énergies de la journée, ça vous prépare au sommeil, ça vous met en connexion avec des esprits supérieurs, et donc de fait vous avez beaucoup plus de chances, si j'ose dire, d'arriver dans des endroits plus positifs et constructifs pour vous. Voilà. Sachant donc qu'on n'utilise pas des terminologies différentes parce qu'on considère que les esprits, c'est les esprits. Il n'y a pas deux genres différents d'esprits. Donc, s'il y en a un esprit qui a essayé de vous faire du mal la nuit, c'est un esprit comme vous, c'est juste qu'il est dominé dans ce moment par son envie probablement de se venger, de faire du mal. Il y a quelque chose qui le lie, lui, à vous, que ça soit de présent ou que ce soit de passé. Parce que sinon, cette connexion ne pourrait pas se faire. Bon, traditionnellement, on considère qu'un incube, alors évidemment le mot est entre guillemets, c'est un démon féminin qui va se nourrir des énergies sexuelles des hommes, et le succube ou l'inverse, je sais jamais. Je crois que c'est le succube qui est féminin et incube qui est masculin. Et, et le mot démon, en fait, pour moi, c'est un esprit. C'est une âme errante qui du fait de sa vie tournée vers une sexualité peut-être addictive, et n'étant pas allée là où elle est censée aller, va effectivement chercher, en étant maintenue sur Terre, enfin en se maintenant sur Terre plutôt, à satisfaire à son vice. Alors, ça c'est clair que on peut attirer par nos pensées, Oui. par ce qu'on fait, des esprits qui sont vraiment dans cette fréquence-là, parce que les lieux où le sexe est la thématique égorgent ce genre des esprits qui sont là pour vampiriser, que ce soit les énergies des vivants, que ce soit les images mentales que ces vivants vont passer. Donc parfois, oui, peut-être vous avez aucun lien avec cet esprit par le passé, mais le fait de alimenter ces pensées ou de fréquenter des lieux où vous alimentez cette énergie, ça a pu ouvrir une porte pour que cet esprit vienne vous vampiriser un peu vos énergies. Mais le fait de ne pas avoir des liens de passé avec lui facilite le couper avec ça. Voilà. Et en élevant évidemment ce que vous disiez tout à l'heure dans la présentation, nos pensées et là où on va se brancher, contribue aussi, d'où la force de la prière, la puissance de la prière. Tout à fait. Oui, mais aussi se mettant en question dans qu'est-ce qui attire ces genres d'esprits. Parce que si on est persécuté, disons, cherché par des esprits qui ont des liaisons avec le sexe, par exemple, c'est un bon moment pour mettre en question nos propres activités, nos propres pensées, nos propres habitudes. Parce on peut toujours s'améliorer dans tous les sens. Et le sexe, je ne connais aucun qui ne pourrait pas s'améliorer, pas pour être dans une attitude de castratrice, mais vraiment vers quelque chose de positif, parce que le positif dans le sexe, c'est totalement possible. Hein. Bien sûr. Alors, on a plus de précision maintenant.
Donc, sous-entendu l'entité, l'esprit, elle ne me faisait pas de mal car je ne me souviens de rien du tout. Mais mon mari a beaucoup aimé. Lol. Entre guillemets, lol. Et quand elle a été démasquée par des demandes très spéciales, on l'a virée et elle a parlé à mon mari en lui disant qu'elle partait. Et on a une maison protégée énergétiquement. Cela est très bizarre. Je suis assez sage côté sexe, normalement, je pense. Normal, je pense. Normal, je pense, plutôt, pas normalement. Donc effectivement, il y a des liens qui se raccrochent à ce que vous dites. J'étais peut-être un peu vite dans la lecture, non? On le lit en même temps, du coup, là. Ok, d'accord. Ok. On en profite. Nathalie, en l'occurrence. Ouais, ouais, ouais. 17. Ouais. Euh, Alors, en effet, il y a les esprits comme ça qui essaient de se jouer de nous, profitent du fait que aussi on sache pas qu'ils existent ou comment tout ça est structuré de l'autre côté, en fait. Et c'est vrai que le fait de le savoir, le fait de démasquer, comme vous l'avez dit là, ce qu'ils sont en train de faire, souvent ils assument plus aussi bien, hein, certains, et s'en vont. Voilà. Euh, donc c'est pour ça aussi que ça fait partie aussi des clés pour mieux maîtriser ça. C'est que quelque part, en comprenant un petit peu les subterfuges et les techniques derrière qui sont utilisées au niveau spirituel, eh bien, on peut déjouer quelques tours, voilà, qui sont utilisés à notre insu. Après, Nathalie, on n'est pas en train de vous dire que vous avez des problèmes sexuels. C'est comme parfois les gens utilisent ce mot incube pour parler d'esprit de ces gens. On est un peu parti là-dessus, mais à mon avis, il y en a beaucoup d'incompréhension sur la nature de choses ici. Enfin, cet esprit, il vous a cherché, il a trouvé en vous une ouverture pour pouvoir ou se rejoindre à cause de liens de passé, ou parce qu'il voulait vous mobiliser de certaine façon quelque chose qu'il trouve là. Après, si votre maison est bien protégée, comme vous dites, faut savoir que être dans le positif et être toujours entouré des bons esprits ne nous délivre pas d'avoir de contact avec des esprits souffrants. Parce que nous sommes ici quand même pour exercer notre bienveillance, notre amour au prochain. Et ces opportunités, elles vont toujours apparaître dans notre vie. Très bien. On continue avec une question donc de Viva la Bida qui dit bon ben désolé, encore une question. Il n'y a pas à être désolé de poser des questions. C'est pour ça. On nous dit de faire confiance à nos ressentis, à notre intuition pour savoir si une présence est bénéfique ou pas. Alors, est-ce toujours valable avec ce que vous nous dites? Merci. Oui et non. Notre intuition, elle est une bonne, notre ressenti, elle peut être une bonne boussole si on a des gens qui investissent dans l'amélioration de cette boussole, parce qu'elle ne vient pas forcément prête. Être 100% en confiance tout le temps, aveuglement, n'est pas bon non plus. On est imparfait. Donc, nos perceptions et nos intuitions ne peuvent pas être parfaites non plus. On doit être vigilant quand même. Ouais, c'est ça. Moi, je resterai sur ce côté vigilant, c'est-à-dire, oui, pourquoi pas essayer de suivre juste ses intuitions en se disant, mais en observant finalement quelles sont les conséquences quand on suit cette intuition et en évaluant est-ce que c'était bien ce qu'on cherchait à avoir ou est-ce que finalement c'est bénéfique pour nous. Voilà, il y a ce côté, on est responsable de notre vie, donc si c'était aussi simple que de juste écouter l'intuition et les messages qu'on nous apporte, il suffirait de prendre un manuel de vie et puis de le suivre à la lettre et on aurait réussi notre vie. Donc il y a toujours un petit peu cette ambivalence, mais je pense que ça fait partie du processus de développement personnel, voilà, on a des intuitions. Est-ce que ça va dans le sens de ce qu'on veut? Est-ce que qu'est-ce qu'on apprend par l'expérience qu'elle nous apporte? Voilà. Et il faut être conscient qu'on est des êtres en évolution. Si on n'est pas tout le temps comme des requins en train de bouger, on se solidifie dans des certitudes erronées. Donc,
partir du principe que nos intuitions sont toujours bonnes, c'est partir du principe qu'on a toute la sagesse. Alors que c'est faux. On se trompe et c'est normal. On devrait être en croissance tout le temps et on devrait toujours être en train d'analyser son comportement, ses pensées et pour grandir, pour s'améliorer. Une démarche saine. J'ajoute que par rapport aux histoires, enfin, une chose qu'on a dit au début là, voilà, si c'est juste de l'intuition comme ça, on est sur des choses qui sont pas, je pense, trop perturbantes a priori. Et donc voilà, ça coûte peut-être pas grand-chose de suivre l'intuition, de tester et de voir les conséquences. C'est sûr que si on commence à avoir des messages plus clairs, qui sont très, on va dire, sous forme d'injonction, vous voyez, là peut-être qu'il faut se méfier un peu plus parce que un esprit bienveillant ou quelqu'un qui veut vraiment vous aider va rarement vous faire des injonctions très fortes et très précises surtout. Voilà, il va vous orienter, il va vous élargir votre champ de vision, ou vous essayer de changer un peu votre perception de la réalité pour que vous puissiez considérer d'autres choses. Mais c'est quand même assez rare que ça arrive sur des injonctions très fortes. Voilà. Ça arrive, hein, mais c'est rare. Voilà. Et donc moi je serais plus méfiant, en tout cas personnellement, si j'avais ce genre de choses. Les bons esprits, ils sont toujours dans le dans le sens de développer notre autonomie, ne pas nous rendre accros à eux ou des petits enfants qui suivent ce qu'on nous dit. Ils vont vraiment nous laisser la place de prendre nos propres décisions, nos propres réflexions, d'apprendre avec nos erreurs. Après, si vous, je sais pas si c'est pas trop de temps, mais la raison pour laquelle je dis ça, c'est une petite histoire qui illustre bien cette idée comme quoi il faut vraiment qu'on révise les bases morales sur lesquelles notre intuition repose. C'est l'histoire d'une fille qui, depuis petite, elle avait de perceptions un peu comme ça, et très vite dans sa vie, il y a un esprit qui s'est présenté à elle. C'était un esprit qu'elle le voyait juste le devant. Il était assez joli, assez sympa. Elle le voyait tout à fait normal, sans rien de moche, ni de noir, sombre, rien. Il était très sympa. Il disait qu'il la connaissait de notre vie, qu'ils étaient amis. Et elle sentait ça. C'est mon ami. Il le conseillait un peu. Il était toujours proche d'elle. Il l'aidait à développer un peu des sensibilités, par exemple, pour tirer les cartes. Ça l'amusait beaucoup. Mais elle avait aucune envie de chercher ou d'étudier ou d'aller plus profondément pour comprendre qu'est-ce que s'est passé avec elle. Elle voulait juste s'amuser avec ses copines, avec les tirages de cartes. Et l'esprit disait que tout va bien, que c'était bien de maintenir les choses comme ça naturelles et que ça allait très bien. Alors, au fur et à mesure qu'elle a commencé à serrer ses liens avec cet esprit, ce qui s'est passé, c'est que sa médiumnité en général s'est ouverte à cause de ces liens qui s'entretenaient. Et du coup, elle a commencé à ne plus réussir à gérer d'autres choses qui l'arrivaient, parce que cet esprit n'arrivait pas à empêcher que d'autres esprits souffrants s'approchaient d'elle. Jusqu'à ce qu'elle a devenu vraiment très déstabilisée. Elle a cherché un centre spirit au Brésil. Et donc, on a fait des obsessions. Et donc, en réunion médiumnique, on a évoqué cet esprit pour comprendre un peu ce qui se passe. Et le médium, qui n'avait aucune relation avec cet esprit, a réussi à le voir comme il était. C'est-à-dire devant, il était très clair, très normal, mais derrière lui, il y avait une traînée sombre. Il n'était pas un esprit méchant, mais il était un petit voyou qui, dans une vie passée, était son copain à cette fille. Elle était une gitaine qui tirait les cartes et qui s'amusait dans la rue avec lui, qui faisait de petits vols comme ça. Et une fois mort, il a resté comme il était dans la rue jusqu'à ce qu'un jour, il tombe sur cette fille réincarnée, il le reconnaît tout de suite et se dit « Ah, ma copine d'avant, on va continuer à s'amuser ». Il se présente à elle. Et alors, pourquoi elle s'est fait déborder par cet esprit? Elle a suivi ses intuitions, hein, elle se sentait très bien avec lui, mais elle n'investissait absolument pas dans son amélioration. Elle était paresseuse. Elle était vraiment bloquée sur cette idée de « Ah, tout va aller bien, je n'ai pas à savoir plus que ça ». Donc, c'est pour ça que je dis que nos intuitions, elles doivent être appuyées sur un sens moral développé.
dans une recherche d'amélioration de notre conscience. Voilà. Ok. Et on en comprend du coup mieux le fondement. Oui. Parce que si on déconnecte de cette histoire, on pourrait croire que c'est du prosélytisme, du moralisme, ou je sais pas comment on peut dire, alors qu'en fait non, c'est réellement développer finalement ces valeurs morales au service de la conscience et de la conscientisation. Oui. Voilà, donc et pour justement être plus à même de voir ces choses-là. Et cette histoire m'a rappelé un souvenir d'un livre qui est quand même assez important pour moi, qui n'a rien à voir avec le spiritisme, la philosophie spirit, mais qui est en rapport avec la tradition hermétique. Un livre de Franz Bardon, justement, qui dit absolument la même chose. C'est-à-dire que quand un esprit se présente, regardez ses pieds, regardez en dessous. Parce qu'elle peut arriver effectivement avec une aura lumineuse et peut se faire passer pour un être de lumière, mais elle ne pourra pas, avec cette lumière, masquer l'intégralité de sa vibration. Et donc c'est tout à fait en phase effectivement avec ça. Et voilà. Oui, mais faut faire attention parce que oui, ils peuvent masquer très bien, ils peuvent manipuler leur forme s'ils savent le faire. Donc ne vous appuyez jamais sur vos perceptions visuelles. Les perceptions visuelles sont les plus faciles à manipuler pour les médiums. Faites confiance plutôt à vos sensations des vibrations. Vous avez l'habitude de la prière, de la méditation, d'être dans des états vibratoires où vous vous sentez vraiment connecté avec la conscience divine. Mettez-vous dans cet état-là et regardez cet esprit ou cette sensation à partir de cette perspective-là. Est-ce qu'elle case ou est-ce qu'elle elle est en dissonance? Voilà. Okay. C'est excellent, excellent. Ok, on continue avec Sanasov qui nous dit « Bonsoir, j'ai des addictions et je ne sais pas comment m'en défaire. Je dors très mal, je me réveille fatigué le matin. Est-ce que ça peut être lié à de mauvais esprits? Je ne pense pas être médium. » Alors ça n'a rien à voir avec la médiumnité finalement, parce que la capacité de faire des échanges magnétiques avec les gens autour de nous et les esprits, ça indépend d'une médiumnité dans un sens communication, perception active. On est tous médiums dans ce sens-là, dans le sens où on peut échanger de fluides et des vibrations. Est-ce que ça peut être dur de se livrer d'une addiction à cause des esprits? Oui, et c'est souvent à cause de ça, parce qu'on n'est pas en train de fumer toute seule, on n'est pas en train de boire toute seule, et dès qu'on essaye de se débarrasser de ça, on a 4, 5, 6 qui sont en train de dire non, 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 non. Et là, il y a vraiment une action de la volonté qui va être... c'est un effort, hein. Perdre de poids, c'est un effort. Faire un régime, c'est un effort. Arrêter de fumer, c'est un effort. Si on n'est pas dans l'action de la volonté, déjà, on n'arrive pas. Et après, il y en a plusieurs choses qui sont là aujourd'hui pour nous. Heureusement, on vit dans un moment merveilleux de l'histoire de l'humanité où on a des médicaments, on a des suivis médicaux, on a des hypnotiseurs, on a des psys qui peuvent nous accompagner. Et il y en a plusieurs choses qu'on en a vraiment envie qui peuvent nous aider à gérer nos addictions. En fait, là, dans cette situation-là, la cause d'origine n'est pas les esprits, mais d'abord soi. Et effectivement, après, il y a des facteurs supplémentaires qui s'ajoutent par l'interaction spirituelle qu'on a de fait, parce que nous sommes dans un esprit. Mais là, ça part de soi. Voilà, donc, il y a encore on a une totale maîtrise de ce qui se passe. On peut décider plus facilement, entre guillemets. Même si, voilà, après, c'est une histoire de volonté pour aller à l'encontre aussi de la volonté de ces esprits qui veulent continuer, eux, avec nous. Par contre, si c'était vraiment de la médiumnité, ça aurait pu démarrer dans l'autre sens. C'est-à-dire que spontanément, tout d'un coup, on aurait pu avoir des envies sexuelles très importantes, alors que ça n'était jamais notre cas. Et là, effectivement, on aurait pu se poser cette question, mais tiens, comment ça se fait que du jour au lendemain, ça m'arrive, que j'ai jamais vécu ça vraiment dans cette intensité-là avant. Et là, ouais, ok, peut-être qu'il y a un truc un peu plus une sensibilité médiumnique qui est en train de s'exprimer, peut-être. Et après, il y a quelque chose qui arrive dans l'autre sens,
c'est-à-dire nos addictions avec le temps vont endommager notre corps éthérique, ce qui va créer des capacités perceptives qui n'étaient pas prévues pour nous et qui vont être très dures de gérer. Parce que toutes les substances chimiques très négatives, comme par exemple la cigarette, comme l'alcool, comme les drogues, elles sont des charges, des fluides énergétiques, éthériques. C'est de la matière, hein. C'est de la matière éthérique, c'est quelque chose qui appartient au corps physique. Hein. Quand on meurt, notre corps éthérique meurt avec nous. Et du coup, ces corps éthériques, il est en filtre. C'est la toile éthérique, c'est le filtre qui va voir qu'est-ce qui passe ou non vers notre système nerveux. Il y a des gens qui naissent avec ces filtres blindés, hein. Ils vont avoir aucune médiumnité dans sa vie, aucune perception médiumnique, c'était pas prévu pour eux. Mais à force d'utiliser ces substances qui vont surcharger tout le réseau énergétique, ça commence à avoir des espèces de petites déchirures dans le tissu éthérique qui, avec le temps, deviennent permanentes et qui laissent passer de sensations et de perceptions qui la personne ne sait pas gérer. Et voilà une médiumnité qui naît du vice. Arrive. Donc là, on peut renvoyer évidemment au reportage qui a largement évoqué ce sujet-là et de manière plus précise. Hein, donc voilà. Je vais me permettre d'inviter Sanasof à dès maintenant mettre une petite croix dans son agenda pour la date donc du 12 novembre où nous aurons la deuxième émission, le troisième rendez-vous donc avec Camilla et Guillaume. Qui traitera donc de l'influence et l'obsession spirituelle et donc qui est, semble-t-il, pourrait être concerné par ce sujet, comme ça a été évoqué à l'instant, mais pas forcément en utilisant ces mots-là. Donc c'est une opportunité pour rappeler le rendez-vous. Voilà. Pour le 12 novembre. Ok, on continue avec Marie-Carole. Comment savoir quand nous demandons protection à des esprits supérieurs, à des esprits supérieurs, que ce sont bien des bons esprits? Alors, déjà, quand vous vous mettez en prière avec une intention vraiment de se connecter avec une source de paix, d'amour, de protection, vous allez attendre cette source, hein. C'est normal. Mais il faut voir que quand on dit de se mettre en connexion avec cette source, on ne vous dit pas de rentrer en communication avec ces esprits. Donc, vous n'allez pas papoter avec eux pour savoir s'ils sont vraiment supérieurs. Ce qui intéresse, c'est l'énergie. Quand on est dans le positif, on attire le positif et on peut être sûr qu'on a toujours des bons esprits autour de nous, de toute façon. Oui. J'appuie la remarque sur le fait que c'est pas une communication, en fait. C'est vraiment une connexion, certes, un ajustement vibratoire, on va dire, pour qu'on soit en communion, voilà, de pensée, de vibration. Et donc de fait, on n'a pas besoin de savoir comment il s'appelle où est-ce qu'il est en fait, parce que simplement par syntonie, par vibration, eh bien on est en connexion avec ces esprits et il suffit de penser pour que facilement notre pensée les atteigne et qu'ils nous apportent quelque chose à leur manière, ce qu'ils estiment juste qu'il faut pour notre vie et pour notre besoin du moment. Voilà. Et c'est pas obligé d'être quelque chose de très ostensible, hein, vous voyez, ça peut être simplement des énergies très positives qui vont nous nourrir vraiment de l'intérieur, qui vont rééquilibrer notre esprit, notre corps, voilà, et on n'aura pas eu une vraie communication, et on aura eu simplement un échange de fluide, simple, mais pourtant très efficace. Est-ce que ça répond? Oui, pour moi, oui. Ça nous renvoie encore au reportage et à cette présentation de la loi de Saint-Denis, entre autres, qui a été donc invoquée dans cette explication. Après, plus important que la présence d'un esprit, parce qu'on a toujours des bons esprits qui sont à portée, pas forcément là à côté de nous tout le temps, mais à portée. Plus important que la présence d'un esprit positif, qui de toute façon va être là, c'est à nous de monter notre vibration et de rentrer dans cette bande vibratoire où toute aide va être très facile.
Ah oui, du coup. Logique. Très bien. Ok. Alors, on a un commentaire supplémentaire de Nathalie D77 qui rajoutait donc tout à l'heure, il y avait une femme dans notre chambre qui s'appelait Éléonore. Mon amie Hilda l'a vue et l'a virée. Elle parlait de moi à la troisième personne, mais elle parlait par ma bouche. Mon mari a eu très peur. Ah. Donc, si vous ne pensez pas être médium, votre réponse est là. Hein. Ouais. Ouais. Ok. Je sais pas s'il y avait une question particulière, on peut développer, hein, mais Non, il n'y a pas de question. C'était vraiment la suite voilà. voilà, mais si tu veux rajouter ou voulez rajouter un truc, Attention avec cette histoire de je l'ai viré. Oui, Parce merci. que, J'ai dit aussi. voilà, parce que toute action négative ne peut pas résulter en quelque chose de positif. À la bienveillance, c'est toujours la tonique, là. Si quelqu'un nous cherche, même si c'est pour te faire du mal, ça a été permis par la divine pour qu'on puisse transformer ça dans un bien. Donc on va faire sortir cet esprit de là, oui, mais pour qu'il puisse aller quelque part de bien. Parce que si c'est juste pour le virer dans la rue, elle va rentrer, hein, de la façon comme elle a rentré la première fois, elle rentre la deuxième. Ouais. Et là, typiquement, la prière peut être un bon usage. Vous voyez, là, même si elle parle à travers vous, vous pouvez simplement prier les bons esprits pour qu'ils aident cet esprit-là, qu'il l'emmène dans d'autres endroits, qu'il puisse comprendre sa situation, qu'il puisse laisser ce lieu en paix, apaisé. Vous voyez, on peut demander une intercession des bons esprits dans ce genre de situation, sans forcément faire du frontal, voilà, où parfois peut-être on n'a pas les mots, parfois on n'a peut-être pas la patience, aussi on ne sait pas gérer le truc. Et ben ok, admettons-le si on n'arrive pas à le faire et demandons simplement l'aide des bons esprits et ils le feront. Ouais, je voudrais rebondir sur un autre commentaire de Nathalie là, qu'elle dit que pas toujours facile de monter notre vibration quand on est surpris et qu'on a peur. C'est évident. Je voudrais vous raconter un petit cas. je marche bien sur des histoires parce que ces apprentissages, on fait dans la pratique hein, et j'ai la chance d'avoir des guides qui parfois me tirent les oreilles. Et j'ai une histoire à partager. Par exemple, une fois, j'ai essayé d'aider une fille qui m'a cherchée parce qu'elle était vraiment obsédiée et persécutée par des esprits qui le dérangeaient beaucoup. Et j'essayais de l'aider. Dès que j'ai commencé à essayer de l'aider, ils sont venus sur moi pour voilà, me déranger parce qu'ils n'étaient pas contents que j'étais en train de l'aider. Donc, il y a une nuit où la soirée, elle était chez moi, j'ai essayé de l'aider, et la nuit, ces esprits, pendant toute la nuit, ils m'ont embêtée. Je rentrais et sortais de mon corps, je dormais un peu, je sortais du corps et je me voyais un peu dehors. J'ai bagarré avec eux, mais physique quoi. Je donnais des coups de poing, je le criais dessus, je disais mais partez de chez moi, putain merde. Mais vraiment dans ces registres-là, j'étais agacée, genre vous avez rien à faire chez moi, partez. Je revenais dans mon corps parce que j'étais submergée de ces énergies négatives, donc on est tout de suite repris par le corps, c'est normal. Dès que je rentrais dans le corps, j'avais peur aussi, plus agacée que peur en fait. Je faisais de prières, je demandais de l'aide, mais je restais dans ces registres très agacée quand même. Je ressortais, je me battais encore. Dans la troisième ou quatrième fois que j'ai repris le sommeil, je vois un esprit ami à côté de moi qui me regarde un peu amusé. Il me dit, tu sais très bien que ce que tu fais ne sert à rien. Hein. Tu sais, hein. Et je dis, oui, mais comment je fais? Et là, il m'a fait rappeler. Non, mais ça se passe hein, avec nous aussi. Il m'a fait me rappeler des états de méditation et de tranquillité. Et il dit, reconnecte-toi avec cette sensation de tranquillité et de paix dans ton cœur. Et j'ai vraiment visualisé une espèce de lumière bleu clair qui se faisait dans ma poitrine et je me suis mis dans l'état les plus paisibles que je pouvais me rappeler dans mes automatismes de sensations.
Et tout de suite, il y a des connexions qui se sont faites. Je me sentais mais légère, tranquille, et je voyais cette espèce de boule d'énergie bleue qui poussait, 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 et il commençait à remplir toute la chambre, toute la maison. Et au fur et à mesure que ça touchait l'esprit, ça gentiment le poussait vers dehors. Et du coup, il est parti de chez moi parce que il y a cette vibration qui a pris toute la chambre. Et là, j'ai dormi, mais comme un ange toute la nuit. Donc, si je peux vous donner un conseil, c'est prenez vos automatismes. Vous êtes dans une situation ou une méditation, dans une prière où vous vous sentez très bien, mémorisez cette sensation. Mémorisez dans le corps, dans l'esprit, dans votre cœur, cette sensation d'être très léger. Et dès que vous vous mettez en prière, vous cherchez à l'intérieur de vous cette sensation, vous vous réconnectez intérieurement à ça. Et là, vous allez arriver à changer votre vibration pour changer la vibration autour de vous aussi. Ok. C'est intéressant. C'est marrant parce que ça me fait vraiment réfléchir. Enfin, je viens de percuter un truc qui m'a vraiment percuté l'esprit, c'est-à-dire que dans les pratiques qui sont les miennes, les énergies, les outils que j'utilise, spirituels sous-entendus, on a des outils de protection. Alors on peut faire monter ce que moi j'appelle faire monter les amérantes, donc aider les esprits à reprendre leur chemin, c'est pour donner un voilà. Donc on a des outils parfaits pour ça, mais au mieux on les fait monter ou on les déplace si on a l'accord du divin. Au pire, ils peuvent pas venir. Parce qu'il y a une protection psychique énergétique qui les empêche de venir sur le lieu, etc. Donc mon rôle là à ce moment-là est parfait puisque je libère la personne ou le lieu ou je ne sais pas quoi. Mais je suis en train de me rendre compte là en vous écoutant parler que mais à quel moment finalement on apprend à les connaître? À quel moment on va effectivement parce que finalement on évite un certain nombre de choses et donc on n'est pas confronté à des situations qui nous font monter en expérience. Je sais pas si je suis clair sur ce coup-là. Ouais, je veux dire que tu pourrais, enfin, certains esprits avec qui tu aurais pu parler et qui étaient J'aurais pu fatigués. me faire avoir, en fait. C'est ça que je veux dire. J'aurais pu me faire avoir. Alors évidemment, c'est peu probable parce que enfin, je pense que ça m'est arrivé une ou deux fois, mais il y a longtemps. Mais je me fie beaucoup à mon ressenti, donc à ce que je ressens énergétiquement. Donc, je pense que ça aurait compensé. Mais je sais pas si je suis clair dans ce que j'explique, mais ça a tendance à nous isoler finalement. Et à quel moment on rentre en expérience? On monte en expérience et donc on monte en conscience des choses, puisqu'à chaque fois, soit je traite, soit j'écarte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est intéressant. C'est intéressant. Après, c'est sûr que nous, on va toujours conseiller les gens à ne pas faire ce traitement dans ce sens-là. Mais bien sûr, vous avez des esprits souffrants que vous cherchez, vous avez envie de les aider, mais de le faire indirectement. Par exemple, à la fin, j'ai ces protocoles qui peuvent être adaptés, hein, mais les gens me demandaient comment faire pour avoir une activité sécurisée chez soi, où ils pouvaient aider des gens, ou aider des esprits sans se mettre en danger. Et au contraire, en renforçant les protections de sa maison. Donc, j'ai pensé à ces protocoles-là et je pense que c'est une bonne sortie pour ne pas agir directement sur l'esprit, mais créer les conditions peut-être chez vous pour que les bons esprits arrivent et hop, le prend tous, les amène dans des hôpitaux spirituels, dans le lieu où ils vont pouvoir être aidés sans vous mettre vous en danger. Mmh. Oui, non, il n'y a pas de danger. Puisque, mais effectivement, c'est là où je vois l'intérêt finalement de la philosophie spirit, c'est-à-dire que elle a été confrontée à un certain nombre de situations depuis ses origines, et elle a appris finalement. Nous, enfin moi, je parlais pour moi, on n'a pas forcément cette expérience, cette conscience-là, voilà, parce que justement, au pire, on s'isole, on n'est pas confronté. Ouais. Et au mieux, on va déployer des outils qui vont prendre en charge naturellement. Donc là encore, on n'est pas confronté. Si on est confronté, on va traiter. Donc il y a une expérience qui manque peut-être ou qui manque pas, mais c'est intéressant de voir que voilà la philosophie spirit là nous amène réellement sur un terrain de déjà balisé et d'une grande aide. C'est ça que je veux dire en fait.
L'étude médiumnique, c'est 80% étude de cas. Hein. On a une grande, mais vraiment grande base de données avec des cas à étudier et on étudie ces cas. Ok. Ça fait réfléchir. C'est clair. Ok, alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, on a Be Here qui nous dit... Alors, j'ai pas compris. Les déchirures dans le corps éthérique créées par des substances peuvent-elles et doivent-elles être réparées ou peuvent-elles être exploitées à bon escient? Ou est-ce dangereux? Non, elles doivent être réparées. Il y en a qui ne peuvent pas être réparées, mais c'est vraiment dans des cas de drogues très dures, des situations compliquées. Sinon, les traitements magnétiques, le magnétisme, le reiki, la méditation, déjà arrêter un peu l'apport nocif de ces substances, donner le temps au corps énergétique de se réparer et chercher des traitements magnétiques aussi pour que ça serait fait. Parce qu'en fait, ces systèmes énergétiques qu'on a, ces systèmes éthériques, ils gèrent notre médiumnité, certes, mais son rôle principal, c'est gérer notre santé. Donc, ces déchirures, elles vont avoir un impact direct sur notre santé. Vous n'avez pas intérêt à entretenir ça. Ouais, c'est un peu ce qu'on explique aussi dans la première vidéo, hein, c'est que le corps physique, il est modelé, enfin notamment à partir de l'esprit, hein, et donc à travers ces différents corps et le corps ultime entre guillemets, le corps éthérique. Voilà. Et ce qui fait que ce corps physique se maintient, se régénère, garde une cohérence et une harmonie, c'est précisément parce qu'il y a cette part spirituelle qui agit activement à chaque endroit du corps pour que tout ça marche bien. Voilà. Donc c'est vrai que si on casse ce lien entre le spirituel et le matériel, eh bien la matière se désagrège, hein, comme n'importe quel matériau inerte, quoi. Le corps éthérique, c'est le corps qui fabrique le fluide vital, qui fabrique et distribue le fluide vital. Et sans fluide vital, le corps meurt. Ok. Alors, s'il y a encore des questions, donc c'est le moment de les poser sur le chat, hein, chers auditeurs et auditrices. Donc on vous laisse encore quelques instants. On a Via la Vida qui nous dit: que pensez-vous des pierres de protection, labradorite, etc. Alors, je suis pas très branchée pierre, je suis plutôt branchée plante. Tout ce qui est éléments matériels, que ce soit de pierre, que ce soit des plantes, que ce soit des animaux, hein, il y a toute cette histoire avec les chats et tout ça. Ce sont des apports énergétiques positifs qui nous aident à dynamiser notre propre système énergétique pour qu'il puisse marcher mieux. Donc, les pierres, ils sont pas inutiles, mais il faut toujours savoir que ça marche dans le sens de votre action. C'est-à-dire l'élément actif, c'est toujours nous. Nous, notre volonté, notre pensée, c'est qu'on fait de nos énergies. Tout élément matériel qu'on va apporter va être toujours palliatif. Mais il y a aussi la question mentale. Donc, il y a une question fluidique, vraiment prendre des plantes, travailler avec des pierres, il y a un apport énergétique qui est réel, qui arrive vers vous, qui va vous aider. Il y en a aussi la question de condensation mentale, qui est, vous avez quelque chose qui est un peu fétiche, vous avez votre pierre fétiche, dès que vous la prenez, vous vous sentez en sécurité, vous sentez que vous êtes protégé. Et là, vous activez vos propres énergies, vos propres pensées pour changer votre vibration et établir votre protection, par exemple. Moi, par exemple, j'ai un petit collier qui dès que je le mets, en fait, il me rappelle que je suis protégée, que j'ai des bons esprits autour de moi.
Et du coup, souvent, je l'utilise pour que moi, je ne perds pas ces liens, que je puisse plus facilement me faire ma propre protection. C'est pas que le collier me protège, c'est moi qui me protège à moi-même parce que le collier me rappelle de ça. Ok. Tu as quelque chose à rajouter, Guillaume, sur ce point? Non, en fait, moi, je n'ai pas trop creusé ces choses sur les pierres et les plantes, à vrai dire. J'ai pu sentir des choses, hein, en effet, au niveau énergétique. Ça a activé certaines circulations d'énergie chez moi. Après, je sais pas, voilà, je saurais pas trop m'étayer sur le sujet, quoi. Très bien. Bah, c'est juste, oui, il y en a des choses qui marchent, mais sachez toujours que la pierre n'est pas l'élément principal. Ne vous attachez pas à la pierre comme ça allait vous sauver. Hmm. Alors, un lithothérapeute aura c'est clair. Donc, le conseil reste tout à fait pertinent. Ne donnons pas à un objet ou un cristal des propriétés miraculeuses, extraordinaires et qui peut tout, comme une baguette magique, ça c'est clair, mais effectivement, un lithothérapeute aura un autre avis sur ce sujet. Je vais pas l'étayer, c'est pas le sujet du jour. Ok, on continue avec, on va prendre 2-3 questions avant de clôturer là. Ouais. Voilà. Donc Sanasov qui dit: je travaille avec les personnes âgées. J'ai une dame qui est considérée comme sénile. Moi, j'ai l'impression qu'elle parle avec quelqu'un. Est-ce possible? Ah oui, c'est très. Aïe. Alors, on a perdu Camilla et Guillaume. Donc, du coup, on va, on va attendre qu'ils reviennent. Allez, voilà. Ok, c'est bon. Je suis Voilà, désolée. désolé. Pas de souci. C'est pas mon ordinateur. Je suis désolée. Alors, on parlait personnes âgées. Oui, c'est totalement possible. Parce que avec l'âge avancé, qu'on en est plus proche de la désincarnation, les liens avec la matière commencent à se défaire petit à petit, pas se défaire, mais s'affaiblir, les perceptions changent aussi. Donc elles peuvent effectivement, peut-être elle n'a jamais été médium de sa vie, mais maintenant, dans ce moment de sa vie où les liens sont très faibles, elle peut tout à fait avoir des perceptions. Ouais. Et puis ça peut même être complètement inconscient, hein. Parce qu'en fait, comme c'est progressif, hein, c'est la réduction de ces liens. En fait, les gens commencent à avoir des perceptions, mais parfois font peut-être même pas la différence entre quelqu'un qui est incarné et désincarné, en fait. Voilà. Parce que c'est venu naturellement à eux et ça s'inclut dans leur propre réalité comme quelque chose de normal, hein. Donc voilà, ils peuvent même pas comprendre nos réactions quand on dit mais il y a personne. Ils se disent mais il est fou. Hmm. Ok. Bon, ben voilà, on a plus d'autres questions. Donc, je vous propose de clôturer. Ouais. Donc, déjà, je vous remercie d'avoir une nouvelle fois fait le choix de participer à cette aventure en nous faisant part de votre sagesse. Merci. On se donne donc avec Camilla et Guillaume un rendez-vous, donc comme vous l'avez compris, le 12 novembre pour donc une émission sur l'influence et l'obsession spirituelle. Et quant à moi, je vous souhaite une très bonne nuit. Et on vous dit à mercredi avec un soin collectif qui sera réalisé par Aline Selva sur la guérison d'une situation de l'enfant intérieur, donc soin collectif pour guérir donc une situation spécifique par rapport à votre enfant intérieur. Et puis jeudi, vous avez une table ronde avec différents intervenants, donc ce sera surprise, qui sera là effectivement, quels intervenants seront présents sur je crée ma réalité, donc d'avoir un petit peu comme
si vous connaissez pas le concept de la table ronde, c'est plusieurs intervenants sont présents et font part de leur propre expérience et de leur propre perception de la réalité de la thématique, et donc et de leurs expériences par rapport à je crée ma réalité. Donc ça, c'est la table ronde de jeudi. Voilà. Merci. Bonne nuit. Merci beaucoup, hein. Merci à vous. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée, bonne nuit. Ciao, ciao. Ciao.